Bonjour à tous, merci de votre présence. Ce webinaire est donc réservé aux abonnés de la Digital Learning Academy, qui est un ensemble de services qui est créé par ILDI et proposé à la communauté de la formation qui s'intéresse à la transformation digitale de cette activité. Je suis Philippe Lacroix, cofondateur de ILDI, et c'est moi qui, ce matin, vais animer ce webinaire sur le design et la formation. J'en profite pour vous dire, le temps que les derniers participants arrivent, que vous avez un petit onglet qui s'appelle Questions, que vous pouvez utiliser pour me poser des questions pendant que je fais ce webinaire. J'en prendrai connaissance et j'essaierai pour la majorité de ces questions d'y apporter réponse. On a à peu près le temps de le faire. On a choisi un format relativement court du webinaire pour, ne pas vous mobiliser trop de temps par rapport à ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire un peu de disponibilité dans votre agenda, et puis surtout d'aller à l'essentiel, puisqu'on offre des services qui vous permettront d'avoir, par l'information qu'on diffuse, peut-être de creuser certains points au fil de l'eau. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions dans cette petite zone questions. Voilà, vous pouvez essayer, me dire bonjour, etc. Et comme ça, j'aurai une petite trace. Et puis, en fonction de ce que je vais évoquer, poser ces questions. Et puis moi, je m'interromprai au moment où c'est le plus intéressant. J'y répondrai si ce n'était déjà pas prévu dans ce que je vais vous exposer ce matin. Donc, on est ensemble pour une petite demi-heure. Et puis, je vais essayer de couvrir donc les quelques points essentiels du design et de son impact en formation. Je vais commencer par le bonjour à ceux qui m'ont dit bonjour. Le design, c'est l'art d'évoquer avec extrêmement peu de choses, graphiques et visuelles. Vous avez tous reconnu ici, même si c'est une photo pratiquement noire et avec quelques éléments blancs seulement, une voiture plutôt sportive, plutôt élégante. Voilà. Alors après, on aime ou on n'aime pas ce genre de voiture, mais en tout cas, assez peu de gens vont avoir comme perception autre chose qu'une voiture sportive et élégante. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans le design, c'est qu'en quelques éléments graphiques et en une fraction de seconde, en fait, on a déjà évoqué quelque chose. L'intention qu'on peut avoir à exploiter le design en formation, c'est d'évoquer des éléments qui vont favoriser l'apprentissage et l'expérience de l'utilisateur au moment de son appropriation du dispositif d'apprentissage. Ça peut être les outils, la plateforme, le contenu, les supports, les documents, tout ce qui va concerner l'expérience utilisateur peut se voir facilité quand on va essayer d'utiliser au mieux le design qui va nous permettre d'habiller l'ensemble du dispositif. L'objectif de ce webinaire, c'est donc de regarder un peu comment prendre en compte le design dans son dispositif de formation. Je vous montrerai cet exemple ici, que j'ai pris volontairement avec un peu de retour dans le passé, pour pas être pollué par les éléments qu'on pourrait avoir du quotidien et de l'information fraîche qui viendrait nous influencer, avoir une petite distorsion de la perception. Voilà. Est-ce que vous avez une préférence? Alors, il peut y avoir des caractéristiques extrêmement factuelles qui disent j'ai besoin d'un ordinateur gris ou d'un ordinateur blanc, mais il y a aussi un élément qu'on ne peut pas exclure, c'est l'attirance qu'on peut avoir vers un objet ou un autre, alors que ce sont deux objets qui ont la même fonctionnalité, à peu près les mêmes prix, à peu près les mêmes caractéristiques. Il y en a un qui peut être un tout petit peu plus attirant que l'autre, ce qui ne va pas forcément déterminer de manière cruciale le choix, mais il y en a un qui est un petit peu plus intéressant et attirant que l'autre. Voilà, celui de droite. Oui, on pourrait faire un petit sondage. Il y a des fonctionnalités comme ça qui sont possibles dans le webinaire. On les ajoutera au fur et à mesure de la progression de notre utilisation de cet outil dans les prochains webinaires. Mais effectivement, plutôt celui de droite. Je suis d'accord avec vous, Bernard. Enfin, en tout cas, c'est mon choix personnel. Pour prendre un autre exemple, imaginons que vous ayez besoin de rechercher du mobilier pour aménager un petit studio pour vos enfants, peu importe le besoin. Votre objectif est de trouver du mobilier d'intérieur. Voilà, le design de ce site va essayer de porter quelques messages. Je pense qu'il faut
pas longtemps pour décoder que ici, l'objectif visé par ce marchand de meubles est de vous faire comprendre par tous les moyens possibles que vous allez faire des bonnes affaires. Vous voyez des prix et des petits prix. On regarde des photos d'un objet pour lequel en général vous avez une estimation de la valeur de l'objet supérieure au prix qui est affiché. Vous avez des taux de remise qui sont annoncés, des taux qui sont en général largement supérieurs aux taux de remise auxquels vous êtes habitué. Et puis vous avez un design minimaliste qui évoque le fait que ce marchand ne se préoccupe pas du décor, de l'emballage, etc., mais vous fait comprendre que sa priorité est de faire des économies le plus possible pour que vous-même vous puissiez en faire. C'est ça l'objectif du design de ce site. Faire comprendre que là, vous êtes chez un marchand où vous allez avoir des produits pas chers et que vous allez faire de bonnes affaires. Au regard de celui-ci, quel même objectif, un marchand de mobilier d'intérieur, mais le design va vous faire percevoir un positionnement du marchand différent du premier. Ici, le positionnement de ce marchand, ça va être de dire que vous allez rechercher du confort, de l'esthétique, de quoi meubler votre intérieur avec un contenu agréable, confortable, pratique. Et en aucun cas, l'accent ne sera mis sur la valeur du produit. Vous ne voyez pas les prix, même si en scrollant on les verrait un petit peu, mais c'est pas ça qui est mis en avant, c'est la qualité du produit, le confort et le côté agréable que vous allez avoir à meubler votre intérieur avec ces produits-là. Donc vous voyez que pour deux activités strictement identiques, le design peut vous projeter dans une perception de cette activité radicalement différente. C'est ce qu'on va essayer d'exploiter en formation aussi, parce qu'on sait qu'une des grandes difficultés qu'on rencontre, c'est de trouver les éléments de motivation pour que quelqu'un qui, a priori, aurait besoin de se former, va avoir des éléments qui vont le freiner dans l'activité de se former. Le design va essayer de coller à ses préoccupations pour le mettre dans une disposition instantanée de dire oui, j'ai plus intérêt à suivre cette formation dans ce contexte-là que le simple besoin de me former. Alors qu'est-ce que le design si on essaye de donner une petite définition? Je vois vos commentaires sur les sites précédents, Jaune et Rond, La Pagaille, etc. C'est intentionnel. Au même titre que Le Bon Coin, d'une manière très intentionnelle, fait un site minimaliste pour bien vous faire comprendre que l'objectif est de vous mettre en relation avec des particuliers qui vendent des produits et ne met pas en avant Le Bon Coin par lui-même, c'est-à-dire l'intermédiaire qui vous met dessus. Le Bon Coin n'a pas à vendre Le Bon Coin a à vendre les produits. Voilà, c'était un petit aparté. Donc qu'est-ce que le design? On le voit sur cette image. En fait, ici, je l'ai choisi volontairement. Il n'y a quasiment aucun élément qui a pu faire, ou qui montre qu'on aurait pu faire appel à un quelconque talent artistique ou un quelconque talent graphique. On n'a pratiquement pas d'illustration, on n'a pratiquement pas de dessin, on a simplement quelques formes géométriques minimalistes, mais il n'empêche que ça, c'est aussi du design. Donc on voit qu'on a besoin d'avoir un œil graphique, un œil design, une conception design et graphique, mais pas forcément un besoin d'un talent d'artiste pour faire du design. Et c'est tout ça qui est l'intérêt de se préoccuper du design en formation, c'est qu'on n'est pas dans un univers artistique. On n'a pas besoin de faire cohabiter des talents, d'ultra talents de graphistes pour faire du design. C'est un peu l'objet de notre propos aujourd'hui. Donc si on essaye de donner une définition, le graphisme et le design web, le design, c'est à la fois le graphisme, l'aspect qu'on va donner aux choses, et puis aussi l'ergonomie, c'est-à-dire la façon dont on va agencer les éléments qui vont nous permettre de faire fonctionner le dispositif de formation ou le contenu de formation. Si vous faites des recherches aujourd'hui, vous entendrez plutôt parler du UX design, c'est-à-dire de la user experience. Et c'est vraiment ça qui est recherché aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte que l'environnement graphique, ergonomique, porte le sens de ce que vous cherchez.
Et j'aime bien cette définition, c'est-à-dire porter le sens. Le design, c'est au service du sens que vous voulez donner à l'expérience utilisateur auquel va être confrontée la personne qui va être dans un environnement de formation. Donc le design doit donner du sens aux besoins. Et j'ai pris cet exemple-là justement pour montrer qu'on peut aller à l'envers du besoin. Ici, ce qu'on cherche, c'est se distraire, se détendre, trouver des vacances, passer un moment agréable. Je ne sais pas ce que vous évoque ce site, mais c'est tout sauf ça. Ici, on est allé à l'essentiel, on s'est dit qu'est-ce que j'ai à vendre. L'auteur de ce site a été très égocentré sur son produit, en disant ce que je vends c'est un catalogue et je veux essayer de montrer la profusion de mon offre et offrir le maximum de possibilités possibles pour l'utilisateur de trouver un produit qui lui convient. Sauf qu'on a complètement oublié le fait que pour que la personne cherche et s'attarde à trouver le produit qui lui conviendra, il faut lui donner envie. Et ce dont il a envie, c'est qu'on lui vende un peu de bien-être, un peu de bons moments. Et là, je pense que c'est pas atteint. On est resté centré sur le fonctionnel et on est resté très égocentré sur ce que j'ai à offrir. J'ai choisi ce deuxième exemple pour montrer que pour le même besoin, on peut avoir une réponse graphique et un design qui est adapté aux besoins. Ce qu'on a besoin d'évoquer, c'est le bien-être, la détente, le plaisir. Le fait de pouvoir se promener, d'être accompagné, de découvrir les lieux qu'on va trouver, et pas simplement un logement et un prix, et avec une localisation géographique. Voilà, ici, il y a, comme pour le site précédent, aucun graphisme au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de création d'objets graphiques dans ce design, mais il y a eu simplement un agencement graphique des éléments, un positionnement et surtout une ergonomie qui a été au service du besoin de l'utilisateur, c'est-à-dire où je veux aller, quand et à combien de personnes. C'est ça le cahier des charges de l'utilisateur. Et après, on lui propose un résultat. Donc comment le design peut vous aider à atteindre les objectifs qu'on se fixe en formation, c'est-à-dire de susciter de l'intérêt, donner envie de s'inscrire, donner envie de suivre une formation, de la terminer, de la réussir, qu'elle soit profitable, et si possible, de faire un commentaire, un feedback disant que on a été satisfait de la formation. Le ROI peut se composer de tous ces éléments, pas simplement le nombre de personnes qui ont fait la formation, mais aussi le nombre de personnes qui l'ont réussi et le nombre de personnes qui ont pris plaisir et qui sont prêts à le dire. Donc c'est ça qu'on va chercher à obtenir comme objectif. Et le design peut être un des éléments qui vous permet d'y arriver. Alors je vais prendre un exemple que vous allez comprendre, parce que quelquefois le design se confronte à des problématiques qui semblent impossibles à résoudre. J'ai souvenir, quand j'étais enfant, des dîners chez mamie qui se finissaient à 15h. On sortait de table à 15h, 15h30, avec le ventre bien gonflé, après avoir bien mangé, mais peut-être un peu trop. Et il y avait un incontournable, les mamies sont très protectrices avec les enfants, elles oublient assez vite qu'on vient déjà de manger trop, et 4 heures arrivent, et c'est indispensable de proposer un 4 heures aux enfants. Donc on n'a pas envie de remanger, et pourtant il va falloir se plier à cet exercice. Alors mamie me connaissant bien, elle sait que j'ai un petit faible pour les religieuses. Donc elle sait qu'en me proposant à 4 heures une religieuse, même si je n'ai plus faim, elle a toutes les chances de réussir, d'arriver à ses fins, c'est-à-dire que je la mange. Mais il y a plusieurs façons de me donner envie de manger une religieuse à 4 heures alors que je n'ai plus très faim. Soit on me propose ça, effectivement le cahier des charges est retenu à une religieuse, c'est 2 boules de choux fourrés et nappés de chocolat ou autre chose. Et donc le cahier des charges est rempli, c'est une religieuse, je peux pas dire autre chose, mais franchement, si j'ai pas faim, je vais essayer de poliment de dire à mamie non merci mamie, une autre fois. Donc je vais avoir suffisamment de frein, et ce qu'on me propose ne permet pas de lever les freins pour arriver à mon objectif, enfin l'objectif de mamie. Si on me propose ça, alors là, effectivement, on commence à dépasser la simple caractéristique factuelle de la religieuse, on y a mis quelques éléments un petit peu plus interpellants, de parfum,
une construction plutôt bien faite, hein, l'équilibre, c'est pas de travers. On a mis un petit côté interpellant et innovant, le petit carré au-dessus qui fait contraste avec les formes rondes. Voilà, donc même si j'ai pas faim, je vais peut-être avoir un peu plus de tentation et d'envie d'aller découvrir ce que la promesse derrière cette religieuse. Et si vraiment on sait jouer sur mes points faibles et ma corde sensible, si on me propose ça, alors là, effectivement, là derrière, en plus, il y a une histoire, c'est un petit personnage, il a même un nom, il s'appelle Capitaine Choco, il est dans un univers qui donne envie de croquer dedans. Bien évidemment, c'est Michalak qui l'a fait, donc il a tout le talent pour y arriver, mais si on regarde bien ce qu'il a fait là, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, il a simplement eu de l'imagination. Et il a essayé de traduire graphiquement, avec le design qu'il a donné à cette religieuse, de coller au code que j'ai moi, qui vont me donner la force et le courage de passer au-delà des résistances que je pourrais avoir à encore manger. C'est tout l'intérêt du design, c'est d'essayer de permettre de dépasser les freins qui feront peut-être que l'objectif n'est pas atteint. Alors justement, on va regarder la différence entre une fonctionnalité et un objectif. Très souvent, on a tendance à être centré et à induire le design derrière la fonctionnalité et oublier un petit peu les objectifs. Donc je vais vous donner un exemple. Voilà, si on se dit qu'on a besoin dans une plateforme, par exemple, de donner le catalogue des formations, ce qui est une fonction, avoir accès au catalogue des formations, alors il y a de fortes chances que le designer ou l'intégrateur ou celui qui va programmer la plateforme vous fasse le petit tableau qu'il y a là, c'est-à-dire, et il sera très efficace et pertinent par rapport à la demande, hein, avoir accès au catalogue, les programmes et les thèmes. Mais est-ce que c'est vraiment ça notre objectif ? Peut-être que l'objectif, si on a pris la peine de partir des objectifs globaux, puis après de définir les objectifs principaux, puis les sous-objectifs, peut-être qu'un des objectifs, quand on prend la peine de les définir, est identifier qu'il y a 4 thèmes de formation couverts par ma plateforme et mon dispositif de formation. Et là, si on met ça comme objectif, alors évidemment, le graphiste, le designer, l'intégrateur, celui qui va vous développer la plateforme ou la mettre en forme, va vous proposer le tableau en bas. Et là, d'un seul coup d'œil, on sait dénombrer 4 choses. On sait même, sans pas faire un grand effort de lecture, lire les mots et comprendre les thématiques qui sont couvertes, et peut-être voir que, effectivement, ça rentre dans le cadre des thématiques dont j'ai besoin de creuser la formation pour me perfectionner dans ces domaines-là. On se rend compte que la clé de ça, c'est bien de définir les objectifs qu'on veut atteindre, et le design va découler du besoin d'atteindre ces objectifs. Et pas simplement de faire une liste à l'après-vert de toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Avancer, reculer, passer au suivant, valider un quiz, pouvoir lire le sommaire. Voilà, il faut dépasser les fonctions et revenir aux objectifs visés. Et l'ergonomie va donc être l'habillage qu'on va donner, l'agencement qu'on va donner, les représentations visuelles qu'on va utiliser pour mettre en scène les fonctionnalités de notre dispositif. Là, j'ai pris cet exemple qui est bien connu de tout le monde, quelques formes géométriques extrêmement simples et le sens est évident. Sur le panneau de gauche, vous savez que vous avez donc 2 catégories qui sont séparées par un trait, ce qui est évident par tout le monde, c'est un mur, c'est une séparation. Et puis on a une symbolique très forte qui est connue par tout le monde, qui est universelle, et qui va demander une fraction de seconde et surtout extrêmement peu d'énergie mentale, peu de concentration pour comprendre le sens. Et je vous ai donné sur le panneau de droite quelques éléments symboliques qui font maintenant partie des repères visuels courants, qui donc demandent aucun effort de décodage, savoir si c'est un élément important, savoir si c'est un message, si c'est une fonction, si c'est un média, etc. Voilà, sur cet exemple, on voit que l'ergonomie avoir une incidence importante. Alors, comment passer des objectifs
au design, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut atteindre comme but, quelles sont les attentes et les besoins des utilisateurs auxquels on veut répondre, et comment en arriver au design. Il faut donc commencer par définir ses objectifs, et ensuite les fonctions seront au service de l'atteinte de ces objectifs. Ensuite, une fois qu'on a défini les fonctions, on va essayer d'y définir une ergonomie qui va permettre de mettre en œuvre ces fonctionnalités. Et ensuite, une fois qu'on a décidé et conçu l'ergonomie qu'on va avoir à notre dispositif de formation, encore une fois, ça peut être une plateforme, un outil ou le contenu lui-même, eh bien le design va être la représentation graphique qu'on va donner à tout ça. Et dans le design, on va définir, est-ce qu'on veut des couleurs chaleureuses, est-ce qu'on veut beaucoup de couleurs, peu de couleurs, est-ce qu'on veut des tons chauds, est-ce qu'on veut des tons froids, est-ce qu'on veut un univers plutôt personnel, est-ce qu'on veut un univers industriel, est-ce qu'on veut un univers ludique, est-ce qu'on veut un univers sérieux, est-ce qu'on veut des formes géométriques, est-ce qu'on veut au contraire des photos, est-ce qu'on veut des formes plutôt rondes ou plutôt des formes rectangulaires. Voilà, le design va définir toutes ces choses-là. Mais c'est, encore une fois, le design est au service de tout ça. Et quand on remonte la chaîne, on va partir des objectifs. Quelles sont les incidences du design? Alors il y a trois grands... j'ai passé un peu vite pour ceux qui n'ont pas forcément une connexion rapide. Voilà, vous n'avez rien raté, mais c'était un petit élément graphique que j'ai mis derrière. Il y a trois incidences du design sur le comportement des utilisateurs. Le premier, c'est sur son engagement dans la durée. Est-ce qu'il va rester un temps suffisant dans le dispositif de formation pour en tirer profit? Donc soit on génère par le design de l'ennui ou du plaisir, soit on va générer de la lassitude ou de la curiosité. Deuxième domaine sur lequel le design peut avoir une influence, c'est sur l'efficacité. Est-ce que ça va rendre l'expérience lente, un peu complexe, un petit peu difficile, où à chaque fois il faut chercher comment faire les choses, ou au contraire simple et rapide. On va aller rapidement à l'efficacité recherchée. Et puis sur les émotions, c'est très important de pouvoir orienter les émotions de l'utilisateur. Est-ce qu'on va avoir le sentiment que c'est froid, impersonnel, ou au contraire que c'est dynamique, avec de la personnalité, très typée, etc. Est-ce que on n'a pas une grande cohérence dedans, c'est confus. Il y a quelquefois des choses qui sont écrites d'une façon et puis d'autres. Quelquefois c'est un bouton, quelquefois c'est un lien, quelquefois c'est à gauche, quelquefois c'est en bas, quelquefois c'est au clic normal, au double clic, au clic droit. Ouais, vous comprenez, on est dans une grande cohérence. Chaque forme pour une action bien spécifique, chaque couleur pour des caractéristiques précises, etc. Alors quelques exemples, et là on va rentrer dans le domaine de la formation. Mais le préalable est que le design est présent dans tout notre quotidien, et les exemples que je vous ai montrés montrent qu'il peut y avoir une incidence forte sur notre perception. J'ai quelques difficultés à vous trouver des bons exemples de design en formation parce qu'on ne s'en préoccupe pas beaucoup en général. On se contente de dire fais-moi quelque chose de joli et sans donner un cahier des charges précis qui vont donner des contraintes et des caractéristiques extrêmement utiles et précises pour aboutir à un design efficace. Donc quelques exemples. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais on a tous vu ce genre de portail de formation. Peut-être même pour certains, c'est encore le quotidien, peut-être pas celui-là, mais des choses qui ressemblent. J'ai essayé de ne pas faire quelque chose de reconnaissable. Donc ici, on peut pas trop savoir de quel outil on parle. Mais on n'a objectivement pas grand-chose à reprocher à cet écran-là. Il est plutôt clair, il est plutôt organisé, on va dire. Il est à peu près cohérent, hein, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il me donne pas spontanément envie d'y revenir et de me plonger dedans pour l'utiliser et me former. C'est pas vraiment le sentiment que j'ai, c'est pas ce que ça m'évoque. Si je vous prends celui-ci, ce qu'on perçoit tout de suite, c'est bien évidemment un grand visuel en plein milieu, avec en plus la petite symbolique du player qui nous montre qu'on va commencer par une vidéo. Le titre est assez simple,
On peut, si on remonte en haut, voir qu'on a une petite notification, qu'on a un moteur de recherche, qu'on sait précisément où on est. En plus, on a sur la partie droite des repères visuels qui vont nous montrer, qui vont dans nos conventions et nos codes habituels, qui vont nous faire immédiatement penser aux petits commentaires Facebook. Donc on a compris qu'il y avait une dimension sociale dans cette plateforme. C'est un élément extrêmement important pour être rassuré sur le fait qu'on ne va pas se former seul. L'écran n'est pas surchargé, les boutons sont gros. Voilà, il y a une vraie recherche de design derrière la composition de cet écran. Ce n'est pas une recherche graphique au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas gagner un concours de beauté ou d'élégance avec ce produit-là, mais il y a une vraie recherche de design pour donner du sens aux objectifs et aux fonctions qui vont sous-tendre ces objectifs. Voilà, ça c'est un exemple qu'on peut suivre. Un deuxième exemple, dans un autre style, qui plaît plus ou moins, la question n'est pas là de dire ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est qu'est-ce que ça évoque. Ici, pour un sujet qui n'est pas forcément le plus intéressant, la finance d'entreprise, on voit tout de suite qu'on peut aussi là avoir une petite introduction vidéo, qu'on a un bouton commencer qui nous incite à continuer. On voit qu'on a une représentation de l'équipe pédagogique, donc on va pouvoir rentrer en contact avec les personnes qui ont conçu ce parcours. On voit qu'on va pouvoir l'évaluer, qu'on va avoir des petites questions, que d'autres personnes ont déjà suivi cette formation en bas, donc je vais pas être tout seul encore une fois, et que le déroulement est relativement clair et qu'on va pouvoir suivre sa progression. Voilà ce que le design va évoquer, et c'est plutôt positif. Et encore une fois, sans faire un effort de graphisme important, c'est juste un travail de réflexion et de structuration qui a été fait. Puis un dernier exemple, voilà, d'un autre style, j'ai choisi celui-ci pour vous montrer que il faut savoir adapter le design au contexte des expériences qu'on va avoir. Notre contexte, quand on a la chance d'être dans un moment confortable avec un grand écran sous les yeux, alors le design peut être aéré avec des éléments qui prennent beaucoup de place, avec quelque chose de pas trop surchargé, qui n'a pas l'impression d'être étouffé. Par contre, des fois, on est dans des contextes où on a moins d'espace. Donc quand on est sur une tablette, c'est certes beaucoup plus agréable qu'un clavier souris parce qu'on a la liberté de ses mouvements avec la main sur la tablette, donc on a un contact plus tactile, avec le plus direct avec les éléments qu'on va manipuler du bout des doigts, plutôt que par cet intermédiaire du clavier ou de la souris. Et puis quand on est dans un contexte encore plus contraint, un petit téléphone, on va avoir une expérience utilisateur avec un moment beaucoup plus court, avec un espace beaucoup plus réduit, avec une agilité moins forte dans la manipulation des contenus, sans vouloir rentrer dans ce qu'on appelle le responsive design, qui est une caractéristique technique sur lequel le design va avoir une certaine plasticité par rapport à l'environnement et permettre de s'adapter au contexte. Il est très important, quand on construit un design, de faire en sorte d'imaginer sa déclinaison ou son adaptabilité à des environnements de consultation différents. Ah, vous avez reconnu Moodle. Oui. Et effectivement, le design est rarement une priorité. Alors, en guise de petite conclusion, il est 59, on va respecter le timing. Sauf si vous avez quelques questions à me poser d'ici là, je vous laisse renseigner cette petite zone de questions. On est malheureusement totalement dépendant de notre fonctionnement mammifère, et ce fonctionnement mammifère nous amène à privilégier un sens, qui est le sens de la vue, qui nous permet de nous protéger des attaques qu'on pourrait avoir en tant que mammifère. Et donc, en une fraction de seconde, notre cerveau est capable d'analyser visuellement ce qu'il a sous les yeux et notre environnement graphique et visuel, et de le décoder et de le caractériser, et donc de nous donner un a priori immédiat, c'est dangereux ou pas, ça c'est notre côté animal, ça me plaît ou ça me plaît pas, et ça correspond à mon besoin de maintenant ou pas, c'est-à-dire je garde ou je jette. Je m'y intéresse ou je m'y intéresse pas. Visuellement, quand quelque chose croise notre chemin et que ça correspond à une de nos attentes et que ça nous plaît, alors on va s'y intéresser, on va s'attarder à détourner le regard, regarder quelqu'un, regarder un vêtement, regarder quelque chose, ou au contraire totalement l'ignorer. Et ça, on n'y peut rien, c'est notre fonctionnement mammifère qui nous conduit à faire ça.
Donc j'ai repris cette petite phrase très connue sur le fait qu'on n'a qu'une seule une seule fois la chance de faire une bonne première impression, parce que c'est ça qui va conditionner tous nos a priori sur l'expérience qu'on va faire volontairement, avec plus ou moins d'intérêt, ou alors totalement contraint. Et si vous partez d'un bon a priori, d'une bonne adéquation avec les attentes et l'état d'esprit de l'utilisateur, alors les petites déceptions ne feront qu'à peine entamer cette première perception. Si au contraire vous démarrez avec une première impression qui n'est pas très bonne, il va falloir que vous déployiez des trésors d'imagination et d'astuces pour compenser cet a priori qui dit oh là là, quel mauvais moment je vais passer avec, quelle mauvaise expérience je vais avoir avec ce dispositif de formation. C'est ça tout l'intérêt du design. Donc voilà, c'était l'objet de ce que on voulait vous fournir aujourd'hui comme élément de notre réflexion sur le design et de son impact en formation. Bien évidemment, vous aurez le support de ce webinaire qui sera accessible au sein de la Digital Learning Academy et la retranscription audio et vidéo de ce webinaire pour pouvoir le rejouer si vous le souhaitez. Vous aurez ça dans le petit message qui vous sera adressé demain automatiquement sur le mail que vous avez mis pour votre inscription. Voilà, on a respecté à 2 minutes près le timing. Je vous remercie de votre présence et des questions et de ce que vous m'avez mis dans les messages qui me font bien plaisir. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous donc dans un mois, puisque au sein de la Digital Learning Academy, c'est un webinaire par mois. Vous avez sur le site Digital Learning Academy le programme de tous les prochains webinaires. Il y a aussi notre blog de veille, il y a aussi la newsletter du lundi que vous recevez peut-être. Il y a aussi le forum LinkedIn sur lequel je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour échanger avec nous. Et puis donc si ce webinaire vous a plu et que les quelques éléments que vous connaissez de la Digital Learning Academy vous ont plu, n'hésitez surtout pas à en parler à vos proches et à vos collègues qui pourraient avoir le même intérêt que vous à nous suivre. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.